Dans les cybercriminels vraiment évolués, tu as un petit peu comme la calligraphie, tu as une façon de fonctionner. Déjà, tu donnes toute ta vie à certaines grandes marques, aux GAFAM, il y a un moment, tu les donnes aussi aux sextoys. Il y a énormément de malwares qui sont en fait créés par des sociétés d'antivirus. Et on se prend des débuts de procès où ils viennent et ils disent non mais attends, tu nous détectes alors qu'en fait on est un antivirus. On dit non mais attendez, vous êtes un antivirus 2 minutes et puis après ce que vous faites c'est que vous pompez toutes les données et vous vous en servez commercialement. Ce que tu me racontes, c'est passionnant de ouf. Mes amis, j'ai été contacté par une entreprise qui s'appelle E7, qui était intéressé pour discuter avec moi de cybersécurité, comme on aime le faire ici. Moi, je leur ai tout de suite dit un truc. Par rapport à un internaute moyen, j'ai l'impression d'avoir une meilleure connaissance, on va dire, des menaces qui existent. Et si quelqu'un vient me voir, et s'il me demande si je peux lui conseiller une suite de sécurité, ou s'il en a pas besoin, intuitivement, et jusqu'à présent, j'ai toujours été plus dans la team de bon, si tu sais un peu ce que tu fais pas de conneries genre installer des trucs piratés, etc. A priori, tu prends pas trop de risques à rester sur le truc de base, sans mettre la main en portefeuille. Donc, je leur ai dit ça. Ils m'ont dit, aucun souci, c'est une position que plein de gens ont, qui peut se tenir, mais nous on est chaud pour débattre en fait, de venir dans le ring, voilà, savoir est-ce que peut-être que je comprends mal certaines choses, ce qui est tout à fait probable, réfléchir ensemble, regarder quels sont les arguments pour les gens qui sont plutôt contre, quels sont les arguments pour. Je vous ai directement mis un tweet pour avoir votre avis sur la question, et on va recevoir un monsieur qui s'appelle Benoît, qui est donc de chez E7, et qui a la particularité d'être quelqu'un qui connaît son sujet, à la différence de plein de monde qui font du marketing autour des antivirus ou des suites de sécurité, ce qui va donc être extrêmement agréable, et on va pouvoir parler les travaux. Je disais que ça va être très agréable parce que on va pouvoir voilà rentrer dans le dur, avoir des vraies réponses aux vraies questions qui comptent et j'ai trop hâte. Génial. Salut Benoît. Salut Michael. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Moi ça fait maintenant 15 ans que je travaille pour EZ. T'es le gars qui va dans tous les médias dès que ça parle de malware, d'attaque informatique, etc. Déjà, c'est quoi une suite de sécurité? Une suite de sécurité, c'est un antivirus, un firewall et aussi tout un tas d'éléments qui vont autour, un gestionnaire de mots de passe et une protection pour les smartphones et ou les objets connectés. Bon, Hardis qui commence déjà à troller, qui nous dit que perso, il a filé 4 bitcoins à un prince saoudien qui lui a vendu une suite de sécurité depuis aucun problème. Pourquoi une entreprise comme E7, oui, où vous êtes 2000, oui, vous arriveriez mieux à faire de la sécurité que Microsoft, qui est une boîte gigantesque et qui a aussi tout intérêt à ce qu'on se fasse pas pirater? Ouais. Je vais répondre dans un premier temps pour dire que Microsoft agit énormément pour la sécurité. On a ensemble, avec d'autres entreprises, mais on a ensemble et les forces de l'ordre, fait un takedown sur un botnet qui s'appelle TrickBot et qui notamment, en vue des élections américaines, allait commencer, on l'a senti, à diffuser des éléments qui n'étaient pas tellement géniaux, notamment des ransomware ou des publicités, etc. Donc Microsoft agit. Mais aussi importante soit l'entreprise, ils sont pas spécialisés comme nous depuis 30 ans dans la cybersécurité, ils s'y sont mis, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des processus, il faut embaucher des gens. Alors eux ont depuis très longtemps amélioré leur système, on le voit bien, Windows 10 maintenant c'est bien mieux. Du coup les cybercriminels essayent de passer ailleurs, les lecteurs PDF, Java c'est un peu moins, mais etc. Tu peux difficilement récupérer 30 ans d'intelligence artificielle et de bases de données hyper structurées qui va permettre de faire travailler nos algorithmes et de dire ok voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et Microsoft, même s'ils sont je sais pas moi 10 000, dans la branche cybersécu, je sais pas combien ils sont, mais Mansteel qui nous dit inutile, faut faire un peu attention et Windows Defender marche bien. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, qui se disent il y a eu une évolution. Tu vas me le confirmer, c'est toi qui sais, mais entre par exemple un Windows XP, Windows 7 et maintenant Windows Defender sur les dernières versions, c'est mieux quand même ou... C'est bien, ouais, c'est bien évidemment mieux. Tu parles bien du Windows Defender. Je parle de ce bloc-là. Cette brique-là, elle est mieux. C'est pas une mauvaise solution. Par contre, et c'est là où la suite de sécurité est intéressante en fonction de ce que tu disais au début, en fonction de qui l'utilise. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas voir une personne qui a un niveau lambda, tu lui dis Windows Defender et le firewall de Windows ça suffit, je te réponds que ça suffit pas. Parce que justement, il n'y a pas une connaissance qui va dire ok bah là, je vais tweaker mes ports, je vais vérifier ceci, je vais être sûr qu'il est bien à jour et ça manque un peu de package en fait. Qu'on soit bien d'accord, hein. Il faut pas cliquer non plus comme un fou ou n'importe où. Mais effectivement, tu peux nous transférer un peu de risque, un peu de charge mentale, c'est important. Et comme ça, toi, quand tu vas utiliser ta machine, tu seras plus serein. Je travaille pour une banque et on utilise Windows Defender. Est-ce que ça fait peur pour dessous? Je pense pas, c'est bien de l'avouer. Faut t'avouer à demi pardonner. Si tu es une banque, que tu utilises Windows Defender, j'imagine, je peux pas imaginer autrement, qu'il y a des firewalls qui sont mis en place, il y a de la surveillance, il y a énormément d'équipes, etc. Ne rien avoir, ça serait étrange, mais avoir au moins Windows Defender, c'est pas un problème. C'est pas absurde dans un écosystème bien pensé, etc., que nous, on fait pas forcément chez soi, quoi.
Je pourrais te dire intuitivement que ce soit les gens qui font des systèmes d'exploitation, les gens qui font des navigateurs, des applications mobiles, etc. Ou les gens qui font des objets connectés, encore pire. Au fond, est-ce que ce serait pas à eux en fait la responsabilité d'avoir des systèmes safe quoi? Complètement. On va sortir des tendances pour 2021 et il y a une section entière sur les sextoys. Noni. Sur les si, oui, si, j'ai vu passer des trucs. Sextoy, caméra, micro, intelligence artificielle, robots. Déjà, tu donnes toute ta vie à certaines grandes marques, aux GAFAM. Il y a un moment, tu les donnes aussi. Et le confinement, tout ça, on a vu les ventes exploser. Tu les donnes aussi aux sextoys. Et effectivement, la responsabilité du fabricant, c'est bien de faire ce qu'on appelle le privacy by design et le security by design, où quand tu construis quelque chose, bah, tu es censé le faire en toute sécurité. Mais c'est juste impossible. On a vu il y a pas longtemps dans la Tesla Model X, tu arrives à bypasser l'ouverture, donc tu te rapproches de la voiture, tu récupères le code, tu vas dans la clé, tu récupères des codes, tu ouvres la voiture, tu mets un câble et tu démarres la voiture. Je pense que Tesla, en termes de cybersécurité, je pense qu'ils sont pas mal. Mais il y a personne d'infaillible. Par exemple, on pourrait se dire, un peu comme les théories du complot, tu sais, il y a vraiment des gens qui pensent que, par exemple, tu sais déjà ce que je veux dire, oui, c'est ça qui est extrêmement drôle. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a énormément de malware qui sont en fait créés par des sociétés d'antivirus. Bon, bref. Alors moi, j'avais une réponse là-dessus qui valait vraiment à l'époque et que je dis avec vraiment, c'est une blague, c'est que oui, on avait le temps avant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cybercriminels, mais maintenant on n'a plus le temps. En fait, il y a trop de cybercriminels. C'est trop facile de faire un ransomware, d'acheter un ransomware et d'être malveillant. Donc non. J'en ai une que j'aime bien là, pas vraiment d'utilité sur macOS. Si tu fais pas n'importe quoi, il t'arrive rien. On protège énormément d'entreprises et ou de particuliers sur macOS. Et il y a pas longtemps, je discutais avec mon cousin, encore dans ma famille. Il m'a dit balance-moi une clé, parce que là, il faut que je refasse mon Mac, il est à plat. Et on le voit nous aussi dans le rapport des tendances que l'on fait tous les trimestres. Les menaces Mac, elles sont existantes. Alors elles sont moins prévalentes, c'est comme pour iOS, elles sont moins présentes. Mais il y a aussi ce côté où quand tu es cybercriminel, tu cherches le retour sur investissement. Et à partir du moment où Mac a commencé à avoir des parts de marché sur des CSP+, ils sont beaucoup plus riches. sur des CSP+, et ben du coup à un moment tu dis que tu vas aller chercher là où tu as ton ROI. C'est des entreprises cybercriminelles. Non, c'est évident. Théo, Théo. Inutile, je pense qu'il suffit de faire attention à ce que l'on exécute et aux mails que l'on lit, après ça dépend des gens. Si maintenant tu penses que parce que tu es quelqu'un qui connaît ton système, qui connaît ta machine, qui installe des logiciels, qui est sous Linux, etc., si tu penses que tu as la capacité pour réagir en moins d'un quart de seconde quand il y a une menace qui arrive sur ta machine, tu sais que j'ai fumé. Il faut quand même rester humble par rapport à ce qui se passe. Mais moi je pense que honnêtement, personnellement, c'est sûr que je surévalue ma capacité à éviter ce genre de choses. Et que la réalité c'est que le jour où il y a un truc qui est pas trop mal fait, je vais me le prendre en plein dans la tronche. Mais il y a aussi une réalité, c'est que Essette, c'est pas non plus une solution magique. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en cybersécurité, il n'y en a pas. Bah regarde, tous ceux qui se sont fait poney. Et des grands. Il suffit juste d'aller sur l'ANSI et puis de voir les rapports d'attaque. J'ai envie que tu me parles d'un sujet, c'est le fait de jouer vraiment sur la psychologie. Toi, en tant que professionnel de la sécurité, qu'est-ce que tu penses finalement de toutes ces boîtes-là qui t'affichent des pop-up pour te faire croire qu'elles font des trucs de ouf, qui jouent complètement sur la psychologie de l'internaute moyen pour faire croire qu'ils vendent quelque chose alors qu'en fait, il se passe rien du tout. Alors moi, je peux te dire deux choses. La première, c'est qu'il y a des faux antivirus qui utilisent un moteur bien connu Avast, qui du coup, en fait, sont que des adwares et qui disent télécharger cet antivirus gratuit. Donc, ils disent pas qu'ils utilisent Avast, bien sûr. Ils se servent de ça comme prétexte pour dire je suis un vrai antivirus. Et chez nous, c'est vraiment important parce qu'on les remonte en potentially unwanted application. Et on se prend des débuts de procès, parce que ça s'arrête assez vite, où ils viennent et ils disent non mais attends, tu nous détectes alors qu'en fait on est un antivirus. On dit non mais attendez, vous êtes un antivirus 2 minutes et puis après ce que vous faites c'est que vous pompez toutes les données et vous vous en servez commercialement. Donc un éditeur sérieux il fera pas ça. Peut-être dans sa version gratuite, alors du coup nous on n'en a pas donc je peux pas te dire, mais peut-être dans sa version gratuite et c'est moins dans l'air du temps. Notre tagline par exemple c'est Enjoy Safer Technology. Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, a dit plusieurs fois ok maintenant on arrête le marketing de la peur et c'est vraiment un message qui est aussi passé vraiment partout. Alors on n'a pas forcément attendu qu'on nous dise arrêter le marketing de la peur pour le faire, mais on est d'accord en fait, on est un peu sur cette emphase là. Je pense que c'est intéressant à préciser parce que pour les gens il y a les antivirus alors qu'en réalité c'est vraiment pas du tout les mêmes genres d'entreprises et en fait il y a des très grosses différences dans ce que les gens appellent les antivirus. T'as des bons chasseurs. Le bon chasseur il voit un truc, bon il tire mais c'est un bon chasseur.
L'hameçonnage, si on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, l'hameçonnage, c'est certainement la menace numéro 1. Celle qui va t'envoyer sur la publicité en ligne, sur l'installation de logiciels pourris, sur des ransomware. Je sais pas moi, 99% des personnes normales, tout simplement, normalement constituées, vont pouvoir détecter peut-être 1 ou 2% du phishing, mais tous les autres, ils vont passer au travers. Et notamment parce qu'il y a des techniques de type, en fait, on utilise un alphabet qui n'est pas l'alphabet occidental. Ouais, genre le cyrillique ou des trucs comme ça. Exactement. Et donc là, tu te dis, ok, cadenas vert, le site, c'est la bonne URL, boum, tu fonces. Sur Android, tu as notamment des applications de type chevaux de Troie bancaire qui sont plutôt malignes et bien faites et qui vont notamment intercepter tes SMS et valider. Par exemple, tu ajoutes un bénéficiaire. Faire la double authentification pour toi, etc. Tu dirais qu'un système comme Android, donc qui est quand même assez permissif et qui vous permet vous d'avoir des accès assez élevés, c'est plutôt bénéfique par rapport à un système comme iOS où tout est très fermé et où du coup il y a quand même en nombre moins de malware. Il y en a quand même, hein, on est d'accord. Mais... alors non, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que moi je suis très Android, j'adore, je peux faire plein de choses, mais effectivement le revers de la médaille c'est que les cybercriminels peuvent le faire aussi. Sur iOS, comme le système est plus fermé, les attaques vont se faire différemment. C'est plutôt des apps légitimes, non malveillantes, dans lesquelles tu vas avoir des liens qui vont t'emmener vers des achats, etc. Et du coup les cybercriminels, ils s'en fichent d'installer un virus, si on peut l'appeler comme ça, sur un Android ou sur un OS. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer de l'argent, des infos, etc. Et du coup, en fonction de l'OS, ils vont adapter leur technique. Et donc vous avez un rôle plus ou moins important à jouer. Alors sur Android, ça c'est évident, on protège les applications, le système, etc. Comme sur un PC normal, PC, Mac, Linux. Mais par contre, sur iOS, on va plutôt être dans le conseil et dans le blocage, notamment de la partie cybercriminelle à l'extérieur. Est-ce que un site est un phishing, etc. Et nous, on va recommander de ne pas y aller. Android, nous, on a notamment un partenariat avec le Google Play Store. Donc chaque application qui rentre est déjà scannée par nous et on a un partenariat avec Chrome. Ce qui fait qu'en gros, dans le monde, on protège 1 milliard d'utilisateurs. Et en fait, ça, je savais pas. C'est pas mal. En fait, c'est dissimulé, mais vous êtes là, quoi. Exactement. Alors du coup, bon là, on est sur un Linux, mais si tu avais un Windows avec Chrome, chaque fichier que tu télécharges serait analysé par notre antivirus. Mais du coup, encore une fois, l'antivirus, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est une des parties, effectivement. Un pare-feu est inutile maintenant, mais un gestionnaire de mots de passe et un VPN sont plutôt intéressants en ce moment. Alors le pare-feu, je suis pas du tout d'accord. Le pare-feu, c'est la barrière qui va éviter que à la fois des choses ne sortent et des choses ne rentrent, donc des paquets et ou des informations. C'est à la fois des communications légitimes, mais c'est aussi des fois des communications, par exemple, tu fais partie d'un réseau de botnet, tu as un logiciel sur ton ordinateur qui va discuter avec le centre de command and control. Vous allez rechercher par exemple, découvrir des nouveaux serveurs comme ça de command and control. Et une fois que vous avez fait ce travail-là de recherche, etc., avec toutes vos méthodes, vous allez pouvoir dire à tous vos clients, ce serveur-là, sur cette connexion sur ce port-là, c'est pas normal. Exactement. Et où ne communique pas avec lui, et où n'y va pas parce que c'est de l'hameçonnage. On aide des entreprises ou des particuliers, mais souvent des entreprises ou des associations qui, par exemple, vont se monter un forum PHP, enfin tu vois, un forum, et du coup, ils mettent ça, ils laissent le login et le mot de passe par défaut, ils laissent la configuration par défaut, et du coup, tu te retrouves avec des forums légitimes sur lesquels tu as des backdoors, des vulnérabilités qui sont exploitées. Et ton forum, en fait, tu y vas, il n'y a pas de problème, sauf qu'en fait, il sert à héberger un CNC, du phishing, des photos pédo, des mails, du spam. Exactement. Encore une fois, la menace, elle n'est pas forcément à la base chez toi. Elle est sur un site, soit que tu penses et sur lequel tu peux aller, et du coup tu te prends une menace, soit juste tu y vas et tu prends rien, mais lui il sert à. J'avais un concept de vidéo pour essayer d'illustrer, parce que je pense que les gens se rendent pas forcément compte de ça. Vous me direz si ça vous intéresse. Je voulais faire un honeypot, juste pour se rendre compte de en combien de secondes, quand tu ouvres un serveur quelconque, tu reçois des requêtes de partout pour essayer de se connecter en SSH à ton truc, mais je me rendais pas compte. Mais à quel point c'est violent. En 2 minutes, t'as l'impression que t'es le centre du monde. Alors pour l'ego c'est génial, mais ouais, c'est assez fou. Mais du coup, ajoute un petit coup si t'as le temps avec Shodan pour montrer justement quelles sont les mauvaises pratiques, on va dire, lorsque l'on ouvre ces objets connectés à l'extérieur. Alors nous, on a une équipe dédiée aux objets connectés, plutôt grand public, mais aussi industriel, parce que forcément, Tesla, la voiture, c'est un objet connecté, plus gros. En fait, on a un scanner qui regarde si tes objets connectés n'ont pas le mot de passe par défaut. On peut pas aller le changer, on peut pas, tu vois ce que je veux dire, on peut rien installer sur l'objet connecté, mais au moins t'as l'info. Et après, tu agis en conséquence. Exactement. E7 est un des acteurs qui participe activement à ce que tu mentionnais là, des luttes contre... notamment. Alors qu'est-ce que c'est par exemple? Un takedown, si on prend l'exemple de TrickBot, tu as donc des millions de machines qui sont infectées, tu as des serveurs qui les gèrent, et toute la difficulté c'est de se coordonner dans différents pays pour pouvoir faire en sorte d'arrêter au maximum de ces machines-là, de nettoyer les clients pour faire en sorte que ça ne puisse pas repartir. Et ça c'est la partie un peu technique qui est un peu la nôtre, mais ensuite tu as toute une action judiciaire qui fait qu'il faut retrouver les auteurs et les mettre en prison.
Donc on travaille avec plusieurs éditeurs, on travaille avec des hébergeurs parce que les serveurs sont à certains endroits, et puis ensuite on travaille avec les forces de l'ordre qui, elles, vont coordonner tout cela et avoir le pouvoir judiciaire, ce que bien entendu on n'a pas. Et nous, on va apporter des éléments techniques qui vont notamment permettre de savoir qui est où et comment ça se passe. Et c'est quelque chose qui est très c'est pas honnêtement, là, tout ce que tu me racontes, c'est passionnant de ouf. Genre vraiment, j'ai toujours été passionné par les... Ça arrive que vous fassiez des reporting, vous expliquiez dans les détails, avec même des choses techniques dedans. Oui, avec des indicateurs de compromission qui te dit, bah tiens, regarde, il a fait ci, il a fait ça, il s'est copié comme ça, et puis... Et des histoires comme ça qui on dirait que ça sort de film, quoi, qui sont racontées dans les détails, et moi j'adore lire ça, mais c'est passionnant. Ouais. Ce qui est aussi très difficile, c'est que quand tu commences à faire ça, si tu le fais pas au bon moment, ou avec les bonnes personnes, ou pas de la bonne manière, en fait les cybercriminels, c'est pas comme quand t'attaques une banque. Je veux dire, quand t'attaques une banque, t'es dedans, la police arrive, elle encercle la banque, et après, bah, il faut négocier pour que ça sorte. C'est un quart de seconde pour... Ça coupe, ils ont certainement des kill switch, tu vois, ça coupe, et puis après, bah, tu le croises dans la rue, mais tu sais pas que c'est lui qui était en train de faire ça. Très souvent, dès qu'il y a une attaque ou un ransomware ou un truc, si c'est un rapport avec la politique, il y a quand même des phrases qu'on voit qui apparaissent très vite. C'est les Russes. Celle-là, c'est la classique. Bon, il y en a d'autres. C'est qui ça arrange en fait. La question, c'est aussi à qui profite le crime. À qui profite le crime. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Oui, bien entendu. C'est marrant parce que ça pourrait être l'objet d'une grande discussion. Dans les cybercriminels vraiment évolués, tu as un petit peu comme la calligraphie. Tu as une façon de fonctionner. Et c'est ce qui est le plus difficile à changer. Alors du coup, tu peux les stopper parce qu'ils ont une backdoor que tu as détectée, qui a mal été codée, etc. Mais il y a plein de techniques qui sont propres aux attaquants. Tu fais des profilages un peu comme les tueurs en série, mais sauf que là c'est un groupe c'est ça, et c'est comme ça qu'on arrive à détecter qu'un kit d'attaque a été plutôt attribué à tel ou tel groupe. Et ce qui est problématique, c'est que des fois, les kits d'attaque sont soit vendus, soit leakés exprès. Et comme ça, le groupe d'attaquants, il dit ok. C'est pour effacer les traces, quoi. Exactement. Il dit moi, je vais distribuer ma technique à plein de monde va l'utiliser, et du coup après, il y aura un flou artistique et on saura plus exactement quelles sont mes attaques et qui je cible, etc. Après, il faut les retrouver les premières fois où ça a été utilisé. C'est ça. J'avais entendu une histoire comme quoi c'était arrivé que dans certains malwares, on retrouve des caractères cyrilliques mis là exprès pour... pas que cyrillique, hein, je veux dire, il y a des histoires de time zone aussi, c'est-à-dire que est-ce que l'attaque a eu lieu plutôt à tel moment ou à tel moment. On avait vu aussi des exclusions de clavier. Donc si tu dis mon clavier étant chinois, russe, français, eh bien je ne déploie pas la menace. Genre premier check, sur quel type de machine je suis et dans quel pays entre guillemets je suis. Et si c'est un clavier français par exemple, eh ben j'attaque pas. Ça on le voit régulièrement. C'est fou. Alors ça a deux objectifs. Le premier, c'est de pas se faire attaquer des fois soi-même pendant qu'on est en train de tester. Et puis le deuxième, c'est de pas nuire à son propre pays peut-être. Peut-être. Tiens. Merci beaucoup pour tes réponses. C'était franchement passionnant.